il n'y a pas plus beau cadeau dans le monde que Dieu puisse faire à un humain, si ce n'est la vie, pour ne pas parler de la santé. Et cette santé, il faut la préserver. La meilleure façon de la préserver, c'est de prendre des dispositions. Quand on informe pour que chacun essaie de prendre des dispositions, cela aide à se préserver une bonne santé. Et est-ce que Dieu, sinon que l'homme, dirait pour celui-là qui peut s'engager à donner cette bonne information à ceux qui peuvent comprendre et la mettre en pratique. Voilà, nous sommes de retour ici pour cette émission Univers Santé sur ce deuxième numéro. Et il y a quelques jours, vous avez suivi le tout premier numéro, continue à battre son plein sur les réseaux sociaux surtout, mais ce premier numéro, on voudrait quand même savoir ce que ça a été pour vous, pour nous, et pourquoi pas pour Monsieur Charles Lundu Nikungi, à qui je dis bonjour. Bonjour Tech, bonjour le grand journaliste que vous êtes, hein, d'information, d'investigation, et bonjour à tous ceux, toutes celles qui ont accordé leur intérêt à cette première émission et qui, je suis sûr, vont continuer à accorder leur intérêt à cette émission. Ça nous va droit au cœur parce que avoir le retour de votre part, cela veut dire que ce que nous faisons touche certains d'entre vous. Et si ce que nous faisons touche certains d'entre vous, cela veut dire que nous pouvons tous nous comprendre et au-delà, aller vers l'amélioration de ce que nous pouvons faire. C'est-à-dire que je reviens, ce que nous pouvons faire, ce qui peut être fait maintenant. Voilà. Ce qui peut être fait maintenant, comment faire avec l'existant? Eh bien, aujourd'hui, nous avons un autre thème. Mais avant d'aborder ce thème, j'aimerais bien qu'on fasse un go-back par rapport à l'émission de la fois dernière. Alors, M. Charles Lundu, vous avez sans doute, vous aussi, tel que vous l'avez dit, eu le retour de cette première émission. Vous, comment est-ce que vous avez apprécié non seulement l'émission, mais la réaction surtout de ceux qui interviennent par rapport à cette émission? Voilà, donc je vais répondre dans l'ensemble par rapport à tout ce que j'ai lu, aux appels, aux messages et tout. Je dirais premièrement que nous revenons sur le contexte. C'est-à-dire que nous savons, et ça nous avons fait des plaidoyers, nous savons qu'il y a une nécessité d'aller dans un système de santé avec des critères qui sont des critères standards dans le monde entier. Nous savons aussi qu'il y a des faiblesses, des failles qui sont liées au management, qui sont liées aussi certainement à la qualité des hommes et des femmes qui sont placés à la tête des structures de santé. Nous avons simplement voulu dire aux uns aux autres que nous n'ignorons pas tout ce qu'il y a autour du système de santé, particulièrement dans notre pays, mais nous avons voulu, puisque nous vivons, nous nous réveillons, nous marchons, nous dormons, nous nous réveillons le lendemain, nous avons voulu prendre ce qui existe, ce que nous avons actuellement, et en faire une analyse, et à l'issue de cette analyse, faire des suggestions. Vous avez su le dire, je suis rentré dans votre compte Facebook, vous avez dit, il faut, c'est-à-dire que pendant que nous y sommes, pour éviter qu'il y ait afflux dans les morgues, pour éviter avec ce que nous avons, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, dans beaucoup de réponses, il y a des gens qui ont pensé qu'on évitait le terrain politique. Je dis simplement que nous n'abordons pas les thèmes de cette émission sous un angle politique, pour ne pas fausser la vision qui est la nôtre, qui se veut d'être une vision concrète devant les faits. Je prends un autre exemple aujourd'hui. Si vous avez en prévision, vous avez construit et en prévision on vous a dit attention, votre installation électrique n'est pas bonne, ça risque de créer des incendies. On vous l'a répété. Le jour où il y a incendie chez vous, votre maison est en train de brûler, vos enfants et vous êtes enfermés dans la maison, vous n'arrivez pas à trouver les voies et moyens de sortir. Quand les voisins qui vous ont fait le reproche d'avoir une mauvaise installation électrique viennent et voient qu'il y a les flammes, qu'il y a le feu et que vous criez au secours, je pense que ces voisins ne vont pas vous rappeler à cet instant-là la défectuosité de vos installations électriques. Ils vont chercher à vous sauver. Et sur le terrain, sur le champ, ils vont se dire, qu'est-ce qu'il faut faire?
nous disposons de quels moyens, nous disposons comment éteindre ce feu. Donc, la priorité, l'urgence, c'est d'éteindre le feu. Le reste viendra. On va rappeler, on avait parlé des installations électriques. On va rappeler que, mais pour l'instant, ce qui importe, c'est de sauver. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous n'ignorons pas tout ce qui a été fait comme études à gauche et à droite. Nous les avons, la plupart de ces études. Mais nous disons qu'il y a un plan national de développement sanitaire que nous avons. Il y a un plan de développement sanitaire sur le plan national. Si ce plan est concrétisé, et si tout le monde a conscience qu'en mettant en pratique tout ce qui est inscrit dans ce plan, nous aurons quelque chose qui se rapproche de ce que nous voulons, de ce que nous souhaitons. Donc, nous faisons le pas d'aller dans les structures de santé, nous faisons le pas d'aller auprès des citoyens et de recueillir un certain nombre de choses pour dire, pour l'instant, avant qu'on arrive à tel niveau, voilà ce qu'il faut faire. Et je vous dis, il y a à boire et à manger. Et nous avons eu les professionnels de santé qui nous ont dit que nous n'avons pas abordé leur situation. Et je suis d'accord avec eux. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a plus d'une trentaine d'années dans les établissements de santé. J'ai plus d'une trentaine d'années. J'ai commencé à mettre mes pieds dans un établissement de santé en 1984. Et grâce à Dieu, j'ai eu ce privilège d'aller dans des hôpitaux aussi bien en Europe, aux États-Unis et en Afrique. Récemment, j'étais au Sénégal, à Dakar, donc où j'ai été dans les établissements de santé, au Bénin, au Ghana, etc., etc. Donc, je sais qu'un professionnel de santé, pour prendre en charge un malade, il a besoin d'être dans une certaine stabilité, dans une sérénité. J'ai l'habitude de dire aux soignants que peu importe ce que vous rencontrez à la maison, dès lors que vous arrivez à l'hôpital, vous devez blinder votre morale. Parce que si vous arrivez à l'hôpital, accompagné des problèmes que vous avez laissés à la maison, vous n'aurez pas la quiétude et la sérénité nécessaires pour s'occuper des malades. Vous allez voir une infirmière qui a eu maille à partir avec son mari à la maison, et quand elle arrive à l'hôpital, elle est colérique. Or, on dit quelque part dans la littérature que l'accueil fait partie du traitement. Vous avez des gens qui ont des pathologies dépressives et qui n'ont besoin peut-être que d'un réconfort, par un mot, par un geste. Vous savez peut-être que même en génie sanitaire, la couleur exprime quelque chose. C'est pour ça que vous voyez les sages-femmes en rose, etc., etc. Donc, vous laissez votre colère à la maison et vous arrivez à l'hôpital avec une autre attitude. Mais il est vrai qu'on ne peut pas avoir faim, arriver à l'hôpital et être dans des conditions de traiter un autre semblable. Donc je suis d'accord sur le fait que si les professionnels de santé ne sont pas rémunérés à leur juste titre et comme il le faut, il y a conséquences dans leur rendement. Il y a une conséquence, il y a des implications dans leur rendement. Je suis aussi d'accord qu'au bout d'un certain nombre d'études, 7, 8 ans, pour les spécialités beaucoup plus, je suis d'accord pour dire que quand vous avez fait tant d'années d'études, il est normal que votre rémunération corresponde aussi à tous ces sacrifices que vous avez eu à faire. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et pour terminer sur ce sujet-là, vous allez voir, nous avons fait le constat. Il y a des hôpitaux qui sont un peu nantis parce qu'ils ont des fonctionnaires. Ils ne sont pas obligés de les payer parce que l'État les paye déjà. Mais il y a des hôpitaux qui n'ont pas, c'est-à-dire où le ratio fonctionnaire et contractuel et autres, c'est-à-dire les contractuels dépassent. Et ces contractuels-là, pour certains établissements publics, sont payés par budget de transfert, par subvention, et d'autres sont payés par les recettes de l'établissement hospitalier. Nous nous sommes rendus compte que lorsque les gens ne sont pas payés régulièrement, ils rentrent dans des pratiques, et dans ces pratiques, la victime, c'est le malade. Parce que la personne doit se réveiller le matin, doit prendre son transport, doit payer son déplacement pour se rendre à l'hôpital ou à l'établissement hospitalier. Quand la personne arrive, elle doit avoir l'assurance qu'au retour, elle aura de quoi nourrir ses enfants. Donc, cette précarité, même circonstancielle, conjoncturelle, conduit certains personnels de santé à être dans des pratiques où, faute de rémunération, il se crée une rémunération à partir de certaines pratiques. Et on a voulu que je relève aussi ce cas. Parmi les raisons qui conduisent au mercantilisme
mis à part la consommation exagérée qui rentre dans le complexe que nous avons de la vie, il y a ce phénomène-là. Donc, c'est ce que nous avons voulu ajouter. Et nous insistons sur le fait que l'hôpital est comme une entreprise, mais avec ses particularités, avec ses spécificités. Nous avons suggéré à certains responsables des établissements hospitaliers d'avoir des cellules d'analyse et de gestion. Je m'exprime. Nous avons rencontré un responsable d'un établissement hospitalier. Nous sommes allés dans le service d'imagerie médicale. Nous avons pris que la partie scanner. La partie scanner emploie un médecin, un radiologue, 2 manipulateurs, une secrétaire caissière et une technicienne de surface. Donc 5 personnels. Nous avons fait une petite étude. Un scanner à 80 000 francs. Un scanner à 80 000 francs. Essayons d'imager ça comme ça. Si cet établissement qui est beaucoup sollicité fait un minimum de 10 scanners par jour, mais l'hôpital en fait plus. 10 scanners par jour, cela fait 800 000. Et si ce service fonctionne 30 jours du mois, cela fait 2 400 000 pour 10 scanners. Et donc, considérons les personnels utilisés employés au service de radiologie comme étant des contractuels, ce n'est pas des fonctionnaires et tout. Donc, on peut dans les 2 400 000 payer 1 million ou 1 200 000 aux médecins, 300 000 aux manipulateurs, 150 000, 100 000 à la caissière et tout. Et il va rester 400 500 000 pour l'entretien, pour la maintenance et pour l'hôpital. Un petit exemple où, avant d'attendre des apports extérieurs, on démontre à l'établissement hospitalier qu'avec ses recettes, ses propres recettes, l'hôpital peut arriver à faire un certain nombre de choses. Mais cela n'est possible que si vous avez des structures à caractère de cellule d'analyse et de gestion. Une cellule d'analyse et de gestion, c'est quoi? Un hôpital se doit, à la fin de l'année, de déterminer le prix de revient de la journée. C'est-à-dire, vous mettez les charges, vous mettez toutes les dépenses et vous arrivez à déterminer le prix de revient de la journée qui peut rentabiliser l'activité de l'hôpital pour couvrir les charges. Parce que là, vous allez rentrer dans la comptabilité, les provisions pour risque, ceci, amortissement et tout, et tout, et tout. Or, nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'établissements hospitaliers fonctionnaient sans gestion apparente. C'est un pilotage à vue. Et ce pilotage à vue ne peut pas permettre à l'hôpital de maîtriser ses charges, de maîtriser ses recettes. Là, je vous ai parlé, par exemple, il y a des établissements hospitaliers où on s'est rendu compte qu'il y a une fuite de recettes. Quand on en parle, là, monsieur le journaliste, et ce qui nous suit, vous vous rendez compte que avant de toucher à l'État ou je ne sais où, il y a des mécanismes à nous qui partent d'abord de notre comportement à nous-mêmes. Le tout, c'est de savoir qui nous avons en face de nous. Si nous savons que celui que nous avons en face de nous, c'est insemblable, hier, quelqu'un me disait, ah, Papa Charles, il faut dire dans l'émission là que aujourd'hui, si vous n'avez pas d'argent, si vous ne connaissez personne, vous allez mourir dans un hôpital. Oui, on voit des gens abandonnés aux urgences, une personne qui saigne. Et il y a un auditeur en France qui a voulu qu'on rappelle quand même la notion des urgences. Les urgences dans un établissement hospitalier, c'est un petit hôpital. C'est un petit hôpital. Donc quand la personne arrive aux urgences, avant d'être dirigée vers d'autres services, il y a le minimum qui est fait. Et ce minimum doit contribuer à stabiliser la situation de la personne. Et cette notion d'hôpital part du véhicule médicalisé qu'on appelle ambulance. Vous savez, nous avons rigolé une fois. Nous avons vu au niveau du péage de Mukondo une ambulance et dont le pneu avait crevé. Nous nous sommes dit, comme l'ambulance roulait avec gyrophare et tout, sirène, nous nous sommes dit, bon, il y avait une urgence, il faut qu'on se rapproche de l'ambulance. Et quand on se rapproche, on entend des grognements de cochons comme de cochons dans l'ambulance. En fait, l'ambulance transportait les cochons. L'ambulance était en train de transporter le cochon. C'est un fait vécu avec témoin. Or, une ambulance est un véhicule médicalisé. Quand vous avez ramassé, entre guillemets, c'est le terme approprié, la personne, quand vous mettez dans l'ambulance, l'ambulance assure le maintien des signes vitaux jusqu'à l'arrivée de l'hôpital. C'est pour ça que vous verrez dans l'ambulance, il y a un échographe miniature, il y a un électroencéphalogramme miniature, un électrocardiogramme, il y a
même l'oxygène dans les véhicules médicalisés. Mais je peux demander à des responsables de certains établissements hospitaliers de voir l'état de leurs ambulances. Aujourd'hui, nous avons remarqué que les établissements hospitaliers qui maintiennent les ambulances dans des conditions vraiment de véhicules médicalisés sont des établissements qui ont des contrats avec certaines sociétés, certaines entreprises. Et ces entreprises, dans le cadre de l'hygiène, de la sécurité et tout, ont un œil rigoureux. Voilà, c'est ces ambulances-là qu'on a vues. Mais je vous dis, nous avons rencontré au péage de Mukondo une ambulance, c'était des cochons qui transportaient. Je ne sais pas, il n'y avait pas un hôpital vétérinaire à Dolisie pour dire qu'on était allé prendre des cochons en urgence qui souffraient pour les amener dans un service vétérinaire. Donc voilà un peu ce qu'on peut ajouter. On a été un peu long, mais puisqu'il y a eu beaucoup de réactions, et je peux vous rassurer, continuez à nous poser des questions, continuez à faire vos suggestions, vos remarques. C'est un espace que nous avons, que nous voulons qu'il serve à nous tous. Un espace qui va servir à tout le monde. Et aujourd'hui, par rapport à cette introduction, n'oublions pas que le thème dont nous allons traiter aujourd'hui sera les erreurs médicales. Mais bien avant, Papa Charles, comme on aime bien vous appeler, l'émission passée, donc la première émission que nous avons eu à faire, ça se pourrait sans doute que vous ayez voulu dire quelque chose que nous n'avons pas peut-être annoncé. Est-ce qu'on peut, si c'est le cas, vous pouvez le dire avant qu'on rentre pieds joints dans notre thématique d'aujourd'hui? C'est revenir à l'esprit de notre émission. Vous avez vu que les premières émissions Univers Santé ont un caractère, soulèvent un peu de sujets à caractère général. Mais je peux vous dire que nous, la ligne éditoriale qui est la nôtre, va nous permettre de vous informer sur certaines réalités que vous ne connaissez pas de la santé et aussi permettre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des structures de santé avec des prestations qui peuvent aider la population. Il y a des gens qui ne savent pas où faire une dialyse, combien coûte une dialyse dans tel centre, combien coûte une mammographie, est-ce qu'on fait une mammographie parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Donc, nous invitons aussi les propriétaires des établissements de santé, des laboratoires, des unités de diagnostic par-ci par-là, de se rapprocher de nous pour présenter leur structure. Nous aurons donc un espace au cours de cette émission où nous allons présenter une structure parce qu'il y a des gens... De rapprocher aussi les populations. Voilà, ils sauront que non loin de chez moi, je peux faire telle chose. Et qu'il y a, vous savez, quand tout le monde on l'appelle médecin, vous allez chercher un neurologue, un neurochirurgien, nous allons vous dire que par exemple, nous connaissons au niveau de notre répertoire, il y a tel neurologue que vous pouvez trouver à tel endroit. Par exemple, là où nous sommes ici, beaucoup de gens de ce quartier de Ngoyo ne savent pas qu'on a un grand centre de neurologie et de neurochirurgie qui est situé non loin d'ici. Pour ceux qui habitent Ngoyo à Pointe-Noire, ou Ngoyo en général, vous allez voir que vers l'usine de poissons, si on peut l'appeler comme ça, des Chinois, il y a un centre de neurologie et de neurochirurgie qui est une référence au niveau de Pointe-Noire. Par exemple, beaucoup de gens ne le savent pas, mais moi, j'ai 2 ou 3 personnes, je n'ai pas d'intérêt dans ce centre pour en parler de façon positive, mais j'ai 2 ou 3 personnes qui ont été prises en charge dans ce centre et qui aujourd'hui se portent bien. J'ai fait rire un auditeur quand j'ai dit que j'étais dans un centre hospitalier au Congo qui avait un plateau technique très très bien. Il y a des gens qui ont rigolé, mais j'insiste. Je dis, par exemple, pour citer quelques noms, quand on a ouvert l'hôpital général de Luangili, le plateau technique qu'il y avait là-bas, c'était pas... J'ai dit que c'est quelque chose qui répond aux standards. Ça, il faut quand même reconnaître certaines choses. Aujourd'hui, j'ai eu un cadet qui a été pris en charge pour un accident vasculaire cérébral à l'hôpital général de Patra, ici à Ngoyo. Je ne m'étais jamais rendu dans cet hôpital. Je ne m'étais jamais rendu dans cet hôpital. Je vous dis, moi, je peux en parler parce que j'ai travaillé dans des hôpitaux. J'ai travaillé à la Pitié-Salpêtrière en France. J'ai travaillé à l'hôpital Clermont-Tonnerre de Brest. J'ai travaillé à l'hôpital Desgenettes de Brest. Par exemple, j'ai été moi-même stagiaire dans un grand hôpital de l'armée de terre des États-Unis. Donc, je n'étais jamais allé à l'hôpital de Patra. Mais je vous assure, je suis allé à l'hôpital de Patra. J'ai vu l'unité des urgences. J'ai vu l'unité de réanimation. Si ce sont les hommes que nous sommes qui sont mauvais, mais moi j'ai apprécié
j'ai apprécié les équipements, le plateau technique qui est là, j'ai apprécié. Voilà. Alors, comme je l'ai dit tantôt, Bachal, par rapport à cette réaction, c'est vrai que nous rentrons dans notre thème d'aujourd'hui, par rapport à cette réaction, vous avez aussi dit à la fin de votre réaction, vous avez parlé de la faute peut-être des hommes. Quelle peut être la corrélation entre honte et plateau technique pour qu'il y ait défaillance? Voilà, donc ça nous fait rentrer dans les erreurs médicales. Vous savez, les erreurs médicales ne sont pas l'apanage des pays pauvres. Les erreurs médicales, on les retrouve partout. Les erreurs médicales sont imprévisibles même quand vous avez atteint un certain niveau de vigilance. Mais je dis chez nous, le plateau technique joue et beaucoup d'autres facteurs aussi jouent. Quand vous me parlez de plateau technique, je vous prends l'exemple de ce frère qui a été amputé et qui ne devait pas être amputé. Accidenté de la voie publique, triple fracture ouverte, on le refait de Dolisie vers Pointe-Noire. Il arrive, les parents ont peur d'aller dépenser dans un grand hôpital et on l'amène dans un centre, on dit, dans le centre là, dans tel quartier, les gens peuvent faire ça, ça et ça. Un centre déjà où il n'y a pas un appareil de radiologie, il n'y a pas un service de radiologie. Un centre déjà où il n'y a pas un bloc opératoire digne de ce nom. Et on amène la personne là-bas. Celui qui se fait appeler médecin dans ce centre, mais qui en réalité n'est pas un médecin, il accepte de prendre en charge et il opère une personne qui était référée auprès d'un traumatologue parce que il y avait peut-être un dispositif médical qu'il fallait faire accompagner dans le traitement de la personne. Et il opère, il bricole. Mon cher Tech, c'est quand tout complique qu'il est obligé d'envoyer le cas dans un grand hôpital. Malheureusement, quand la personne arrive là-bas, la seule possibilité qu'il y avait, c'est de l'amputer. Donc, ce monsieur, vous parlez de plateau technique, nous sommes allés. Le bloc opératoire qu'il appelle bloc opératoire, c'est quoi? C'est un lit de consultation qu'on a mis dans une salle avec des ampoules ordinaires. On essaie de bricoler le cialytique avec des ampoules ordinaires. Côté asepsie, hygiène et tout, zéro. Plateau technique. Et dire aujourd'hui aussi qu'en termes de plateau technique, nous avons la chirurgie, c'est-à-dire la médecine évolutive. Je disais à un ami médecin qui n'est plus jamais allé ni en perfectionnement ni en stage, je lui ai dit que c'était un danger d'être dans la position dans laquelle il se trouvait. Il m'a dit non, mais lui, il s'informait sur Google, il s'informait, il avait un modèle de perfectionnement à lui. Je lui ai dit par exemple, qu'en ce qui concerne la chirurgie, nous qui avons fait génie sanitaire, nous qui avons fait administration de la santé, dans le cadre des acquisitions des équipements de la santé, nous avons vu évoluer les boîtes de chirurgie depuis des années et les choses deviennent de plus en plus miniaturisées. On n'est plus avec, même aujourd'hui, l'incision ne se fait plus comme avant. On est arrivé à l'ère des amplificateurs de brillance, on est arrivé à l'ère de l'imagerie médicale qui est très développée. Et je vous assure, moi j'ai été opéré à Dakar. Et si vous cherchez la cicatrice, vous n'allez pas trouver la cicatrice. Parce que quand on m'a fait l'échographie, on a l'amplificateur de brillance, on a déterminé, on a dit, c'est là qu'on fait rentrer la sonde. Et on m'a opéré au laser. Et pas de cicatrice. Donc, il y a l'honnêteté des praticiens. Quand il est impossible avec ce dont vous disposez de poser un acte, il ne faut pas le poser parce que... Mais les pauvres praticiens sont souvent aussi devant les cas d'urgence où s'ils vous réfèrent, ça risque encore de compliquer votre situation. Imaginons quelqu'un qui est en train de saigner et tout. Il faut trouver la cause de l'hémorragie. Et ça pousse le praticien qui n'a peut-être pas le matériel qu'il faut. C'est pour ça que je disais les urgences. Vous savez, quand vous voyez certains reportages ailleurs, quand on amène quelqu'un dans un service des urgences, le scanner sera fait, s'il y a nécessité de faire le scanner sera fait dans l'instant qui suit. Tel examen, ça sera fait dans l'instant qui suit. Or, ce problème de diagnostic-là, vous arrivez dans un centre, et on va dire, on va d'abord attendre de faire la numération.
pour voir si vous avez encore votre sang pour, bon, je parle comme ça en termes vulgaires, le taux d'hémoglobine, ils disent eux-mêmes. On va se rendre compte que cet établissement, il n'y a pas l'automate, l'hématologie ne marche pas, personne ne peut faire, donc on vous prélève, il faut aller dans un autre centre pour faire donc, oui, le plateau technique. Ce qui nous ramène à la cartographie, ça veut dire que... Exactement, exactement. Donc, la qualification des personnels chez nous, la compétence de certains personnels, la malhonnêteté des autres personnels, le plateau technique viennent amplifier, hein, augmenter donc le nombre des erreurs médicales comparé à des pays où des efforts ont été faits dans ce sens-là. Donc, déjà, le praticien, malgré sa bonne volonté, part déjà défaillant parce qu'il peut avoir la volonté de faire quelque chose de bien, mais ne dispose pas ni du matériel, ni des moyens de le faire. Alors, en ce moment-là, comment est-ce qu'on pourra définir l'erreur médicale? L'erreur médicale, on va prendre une définition vulgaire, on va sortir de la définition de la Bible, c'est-à-dire que c'est tout acte posé sur un malade qui n'avait pas le droit de l'être. C'est-à-dire ça, j'ai pris un exemple, je ne rentre pas dans la définition littéraire. C'est-à-dire que vous êtes allé à l'hôpital pour guérir, mais les soins qui vous ont été donnés, le diagnostic qui a été fait, n'était pas fait dans les règles de l'art ou était faussé et ça vous entraînait un préjudice. Une erreur médicale, pour être erreur médicale, doit entraîner un préjudice auprès de la personne qui revendique l'erreur médicale. Donc il y a constat de l'erreur et il y a preuve que cette erreur a entraîné un préjudice. Par exemple, là, je vous ai parlé d'une erreur qui a entraîné l'amputation d'une personne. Je vous ai parlé d'une erreur dans la bande dont j'ai parlé, des gens qui donnent des résultats fantaisistes. Vous allez, on vous prélève, vous allez voir la plupart des cabinets médicaux dans nos quartiers, quand on va vous prélever le sang, on dira toujours goutte épaisse plus, tant de hépatozoaires, et on dira CRP positif. Ça c'est classique. Parce que si les gens veulent vous vendre leur traitement, ils ne vont pas pousser le diagnostic jusqu'à dire nous ne pouvons pas faire ceci, on vous refaire là où on peut, parce que soigner, c'est connaître de quoi souffre la personne. Et connaître ce que souffre la personne, c'est le diagnostic. Et le diagnostic ne peut pas être faussé. Moi, je connais des centres où le laboratoire ne marche pas, il n'y a même pas les réactifs. Mais les gens ne peuvent pas dire que le laboratoire ne fonctionne pas parce qu'ils ont besoin de quoi? De déterminer une maladie sur une personne et de vendre leur traitement. Et quand on vend le traitement en dehors du diagnostic, aujourd'hui, on retrouve les médicaments de la rue avec la dangerosité. Le gouvernement a beaucoup communiqué sur la dangerosité des médicaments de la rue. L'Ordre national des pharmaciens a communiqué sur ça. Mais vous savez qu'il y a des malades qui ont eu des préjudices graves pour avoir été victimes de ces médicaments de la rue. Voilà. Alors, en ce moment-là, les exemples que vous venez de donner sur les erreurs médicales, en parlant des personnes, en parlant des compétences et autres, quelle peut être la réglementation en ce moment-là? Qu'est-ce qu'il faudrait? Est-ce que c'est juste conscientiser ou bien qu'il faudrait qu'il y ait un autre moyen afin de ramener les gens à une certaine prise de conscience? Nous, à Univers Santé, nous voulons apporter des solutions. Avec Espace Solidarité Santé, nous voulons apporter des solutions. Je l'ai dit, je le répète, nous n'avons que ce que nous avons en face de nous. Et nous sommes obligés d'améliorer ce que nous avons en face de nous. Nous sommes obligés d'améliorer aussi nos réflexes. Nous sommes obligés d'améliorer nos comportements. Nous sommes obligés de nous ressaisir. Alors, la réglementation. Si aujourd'hui, les erreurs médicales demeurent peut-être nombreuses dans d'autres pays, mais sont quand même limitées quelque part, sont quand même en nette régression, c'est parce qu'en face, il y a désormais une réglementation. Je parlais par exemple des avocats aujourd'hui. Il y a des avocats qui sont spécialisés dans le pétrole. Il y a des avocats qui sont spécialisés dans la fiscalité. Il y a des avocats qui sont spécialisés dans l'immobilier, etc., etc. Et aujourd'hui, il y a des avocats qui sont spécialisés dans le contentieux, dans le domaine de la santé. Donc, qui maîtrisent, ça les a conduits avec l'expérience. Parce que l'erreur médicale est difficile à démontrer. Il peut avoir un truc de flagrant délit, et vous avez vu tout de suite, mais par contre,
il y a d'autres erreurs médicales qui vont nécessiter une expertise très poussée en termes de médecine légale avec des analyses chimiques, biologiques et tout. C'est une compétence qui incombe aux légistes? Aux légistes, voilà, tout à fait. Et je crois qu'avec la proposition que nous avons, nous aurons un légiste sur le plateau au cours des prochaines émissions qui pourra intervenir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dès lors que les gens savent que quand il y a erreur médicale, ils peuvent rencontrer la loi, ils peuvent rencontrer la justice, les gens font attention. Donc, dans la réglementation, c'est rendre concret le recours. Parce que s'il y a un recours, et si ce recours-là donne des résultats, il y aura deux comportements. Le premier comportement, c'est auprès des praticiens, qui ne vont plus s'amuser à faire, qui ne seront plus négligents. Parce que bon, c'est quand même pas intentionnel. C'est intentionnel pour, par exemple, l'exemple que je venais de prendre. Mais la plupart du temps, c'est pas intentionnel. Parce que vous êtes tributaire du plateau technique qui est là, vous êtes tributaire du laboratoire. Le médecin, quand on va lui dire que voilà les résultats de l'examen, il ne cherche pas à savoir. Il y a certains médecins avec l'expérience, quand ils voient, il dit allez refaire dans un autre laboratoire parce qu'il voit que c'est voyons votre état. Mais ça tient de l'expérience. Je suivais un médecin français hier qui disait que l'expérience conduit les gens à avoir certains réflexes. Mais ça part de l'expérience. Mais sinon que quand le médecin vous dit allez faire tel examen, lui, il va baser son traitement sur, voilà. Donc, le premier comportement, c'est que les praticiens seront conduits à faire attention. De dire que je ne peux plus faire n'importe quoi parce que je sais qu'en cas de, je peux faire face à la loi. Je peux faire face à la justice. Deuxièmement, si l'information est dans le citoyen, le deuxième comportement, c'est que le citoyen sera vigilant par rapport à ça. Et ces deux comportements combinés, eh bien, je crois qu'on aura peur des erreurs médicales et on va avancer dans le sérieux à prendre dans les diagnostics, dans le sérieux à prendre dans les soins, dans le sérieux à prendre dans l'organisation des soins, dans le sérieux à prendre dans l'acquisition des équipements et surtout dans le sérieux à prendre dans la prise en charge. Vous voyez, je vais vous prendre un autre exemple qui démontre que si ailleurs il y a les erreurs médicales, chez nous, elles sont beaucoup plus dues aux failles et aux défaillances que nous n'avons cessé de dénoncer. Quand il y a un accidenté de la voie publique, la crainte partout, dans les services des urgences, c'est l'atteinte de la colonne vertébrale. Vous allez voir que dans certains pays aujourd'hui, pour ramasser, conditionner un blessé, ils ont même, sont arrivés à faire ce qu'on appelle une coquille. Donc c'est un matelas spécial, on a lu, qui prend la personne pour préserver ce que la personne a de précieux comme organe, pour éviter que lors du ramassage, du conditionnement et du transport médicalisé, pour éviter que le malade n'ait d'autres lésions. Donc les gens ont étudié tout ça. Oui, surtout que chez nous, on vient comme ça. Voilà, on soulève. Moi j'ai vu sur la route, puisque je fais la route, c'est mon quotidien, j'ai vu sur la route un monsieur bloqué, un chauffeur bloqué dans sa voiture, et on a commencé à le tirer, et c'est le pied qui s'est enlevé. Donc on a commencé à tirer, benda, ça dit tirer, et c'est le pied, et celui qui tenait le pied a commencé à trembler parce que le pied, voilà. Et donc, nous à Espace Solidarité Santé, nous nous sommes rapprochés de certains experts pour dire quel genre d'expertise il faut en cas d'erreur médicale. Quelle est la démarche à suivre pour quelqu'un qui se dit victime d'une erreur médicale? Je crois que lors de la précédente émission, nous avons eu une réaction d'un auditeur qui nous a parlé d'une erreur médicale. Mais l'erreur médicale, il faut la prouver. Parce que si vous avez à l'hôpital aussi des gens qui sont calés dans la gestion des contentieux, eh bien, si vous avez fait passer du temps, l'hôpital peut avoir aussi le temps de se défendre. Parce que il y a une différence entre ce qu'on appelle l'erreur médicale et l'aléa thérapeutique. Alors bien sûr qu'on en arrive là, puisque vous avez dit que si les choses pouvaient être bien prises et qu'on pouvait faire valoir un certain nombre de droits, en ce moment-là, il y aura prise de conscience auprès du personnel médical et aussi une certaine compréhension auprès des patients ou des victimes. Mais quelles sont ces voies de recours? C'est la justice. Toutes ces histoires finissent au niveau du droit pénal. C'est le droit pénal. Et donc,
avec une spécialisation bien entendu, c'est le contentieux en matière de santé. Aujourd'hui, nous avons en droit pénal, on parle de la criminalité, on parle de faux usage de faux, on parle de dénonciation calomnieuse, on parle de. Et on va ajouter ce volet-là, le contentieux santé, parce qu'il y a préjudice sur une personne. Vous savez, il y a, en termes d'assassinat, on dit souvent, il y a un terme juridique, je ne suis pas de droit, on dit homicide involontaire. Donc, entraîner la mort de quelqu'un sans en avoir eu l'intention de donner. Et les circonstances atténuantes interviennent à partir de là. Donc, il y a une erreur médicale qui peut se produire sans qu'il y ait une intention de la part du praticien. Mais il a été victime de son plateau technique. Il y a par exemple ce qu'on peut inclure aussi dans les erreurs médicales qu'on appelle les infections nosocomiales. Vous êtes opéré dans un bloc opératoire qui n'est pas aseptisé. Et vous savez, les microbes les plus caïds, entre guillemets, on les retrouve dans ces endroits-là, à l'hôpital. Une infection nosocomiale, c'est une infection qui est contractée lors de son hospitalisation ou de son traitement à l'hôpital. Donc, vous êtes rentré pour une opération simple, une appendicectomie, une hernie, simple ou bilatérale, et vous sortez avec une septicémie parce que le matériel qui a été utilisé n'a pas été stérilisé, parce que la salle, vous savez, aujourd'hui, les gens dans certains pays sont arrivés même à gérer la circulation de l'air qui rentre et l'air qui sort. Vous savez, dans certains établissements ailleurs, on ne prescrit pas de façon automatique des antibiotiques à un malade qu'on vient d'opérer. Pourquoi? Parce qu'on a pris le temps d'aseptiser, de tout faire. Chez nous, c'est systématique. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sûr de l'état du bloc, par exemple. Et après une intervention chirurgicale, on est obligé de mettre la personne en post-opératoire sous antibiothérapie. Or, les résistances à certains antibiotiques peuvent être dues aussi au fait que vous en avez tellement consommé, souvent pour rien, et ça arrive à ce niveau. Moi, je connais une dame qui a été paralysée à l'issue d'une septicémie parce qu'opérée dans un bloc qui était sale, avec du matériel qui est sale. Je vais vous prendre un autre exemple. Aujourd'hui, il y a des efforts qui sont faits de façon à ce que dans les blocs d'accouchement, que vous ayez plusieurs boîtes d'accouchement et qui sont régulièrement stérilisées. Parce qu'il peut arriver que vous ayez, moi j'ai fait le reproche à une dame que j'ai même chassée de quelque part, parce qu'elle avait 3 femmes en travail, et elle se promenait d'une femme à une autre avec la même boîte d'accouchement. Elle se promenait d'une femme à une autre avec la même boîte d'accouchement sans connaître le statut de chaque femme. Alors que aujourd'hui vous êtes arrivé dans certains hôpitaux, dans certains pays, même ici, même dans, je connais certains centres privés ici, où la boîte est jetable. C'est-à-dire que ce qu'on utilise pour une femme, même ici à Pont-Noir, je connais des centres, bon, les centres publics, je n'ai pas vérifié, mais il y a au moins 2 ou 3 centres privés ici à Pont-Noir qui sont très assis sur ces problèmes d'asepsie. Alors, aujourd'hui, au regard des études que vous menez, l'espace Solidarité Santé, vous avez fait des descentes dans plusieurs centres hospitaliers ici dans notre pays. Il est récurrent de voir, pour nous qui sommes la voix des sans-voix, écouter les gens se plaindre de certaines bavures dans les établissements sanitaires. Et que ces derniers, l'information, sans doute par manque d'information, ne connaissent pas surtout les voies de recours. Est-ce que dans ces hôpitaux-là, l'hôpital se fait justice, peut-être, je ne voudrais pas dire peut-être se faire justice lui-même, mais est-ce que dans les hôpitaux, il y a, vous avez eu à remarquer qu'il y a la possibilité de blâmer, la possibilité de reprimander ou encore de sanctionner un médecin qui venait de commettre une erreur. Reconnaissons d'abord cette erreur-là et puis pourquoi pas prendre contact avec la famille ou le patient qui était victime de cette erreur médicale. Tout à fait. Il y a une grille de sanctions. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à la justice, il y a, vous savez, parfois on n'arrive pas à la justice, il y a des règlements à l'amiable. Moi qui vous parle, j'ai représenté certains établissements hospitaliers dans le cadre des règlements à l'amiable. Il y a d'abord le fonctionnement de l'hôpital, où il doit y avoir une certaine rigueur sur l'emploi des personnels, sur les actes posés par les personnels, sur l'hygiène dans les services hospitaliers. Sur, vous savez, il y a des directions des affaires médicales, il y a même
dans les hôpitaux de direction des soins. C'est-à-dire une direction qui est orientée vers les soins. Donc, qui a en vue des soins de qualité administrés par des personnes de qualité. Donc, dans la grille de sanctions, il y a d'abord le règlement intérieur de chaque hôpital. Et il faut être rigoureux sur ça, parce qu'il y a l'échelle des fautes commises aussi. Parce que quand on parle d'erreur médicale, il y a aussi des fautes médicales. Donc, au niveau de l'hôpital, on doit sanctionner. Soit c'est l'avertissement, soit c'est le blâme, mise à pied, ça dépend du texte en vigueur qui réglemente donc ce genre de choses dans cet établissement hospitalier. Après, nous avons, au niveau de l'hôpital même, nous avons des médecins, par exemple, dans un hôpital, par rapport à l'acte posé par un autre médecin, dans les remises, dans les réunions, dans les rencontres organisées au niveau de l'hôpital, on peut rappeler son confrère à l'ordre pour dire telle chose. Et nous avons les ordres. Nous avons l'ordre national des médecins et nous avons les ordres départementaux qui ont aussi des niveaux de sanctions. Et je vous assure, si tous ces niveaux-là sont dans le concret, avant même qu'on parle de la justice, il y a des gens qui doivent réfléchir 1000 fois avant de poser un acte qui n'est pas bon. Parce qu'ils savent qu'au niveau de l'établissement, ils vont se heurter à ceci. Nous, on a eu à renvoyer des gens qui confondaient l'hôpital et le marché. Nous avons eu à renvoyer les gens qui confondaient la rue et l'hôpital. Nous avons eu à renvoyer des gens qui confondaient leur maison à l'hôpital. Quand le malade arrive, on l'insulte. On prend le langage qu'il ne faut pas. On a eu à sanctionner. Et donc, déjà à l'hôpital, il y a une crainte de poser un acte qui est mauvais parce qu'on sait que. Et dans les hôpitaux, la plupart des hôpitaux, on a mis des boîtes à suggestions. On a mis des numéros. Par exemple, quand vous venez ici à la clinique et ça, il y a des numéros où on demande au malade ou à la personne qui accompagne le malade, si vous avez remarqué quelque chose qui ne va pas dans le sens de ce que vous souhaitez ou ce que vous ne comprenez pas, appelez ces numéros. Et si vous ne voulez pas appeler, voilà une boîte à outils, mettez là vos suggestions. Et l'hôpital prend en compte ça. Et arrive l'ordre des médecins qui doit être regardant sur... Parce que aujourd'hui aussi, il faut reconnaître qu'on a beaucoup de praticiens qui ne sont pas affiliés aux ordres, que ce soit l'ordre départemental. Et il n'y a pas que les médecins qui ont des ordres, il y a les sages-femmes, l'ordre des sages-femmes et tout et tout. Ces ordres-là, quand ils sont dans le concret, ça donne aussi une certaine vigilance aux praticiens parce qu'ils savent que je vais poser tel acte, je peux être soumis à ça, ça et ça. Et ça, réveiller tout ça, mettre tout ça en musique, c'est très important. Alors c'est très important aujourd'hui pour ceux qui nous suivent, ceux qui viennent de comprendre en ce moment-là cette thématique, notamment sur les erreurs médicales, et qu'il y a des voies de recours, à ce moment-là, pour cela. Quelqu'un qui se dit, qui vous suit présentement, qui se dit être victime ou qui se dit avoir subi quelque chose, dans ce sens-là, une erreur médicale, qui peut-être ne déterminait pas que ça pouvait être une erreur médicale, est-ce qu'il est en droit de faire recours par rapport à un acte déjà subi et qui est passé peut-être dans des conséquences pour jusqu'à présent? Le temps est l'allié en ce qui concerne la preuve de l'erreur médicale. Parce que vous avez pas dire bon, ça c'est pas une erreur médicale, je vous parle par exemple de viol. Vous savez, quand une personne porte plainte pour viol, c'est dans les temps qui suivent qu'il faut qu'il ait le certificat médical initial, qu'il faut qu'il y ait l'élément qui va permettre à l'expert de savoir. Donc tout de suite, il faut aller vers un gynéco, tout de suite. Je vous ai dit que s'il y avait des erreurs médicales, s'il y avait un domaine où la faute pouvait être difficile à prouver, c'est les erreurs médicales. En flagrant délit, vous arrivez, par exemple, ce diabétique qui s'ignore, il arrive sans faire des examens, on dit c'est le palu, on monte le glucosé, il commence à suffoquer et tout. Et quand quelqu'un a le réflexe de prendre la glycémie capillaire, on se rend compte que le taux de glycémie était élevé, on comprend que, mais trop tard. Ça, c'est la personne qui connaît va se dire, ah non, c'est votre médicament qui a fait. Mais dans d'autres domaines, quand vous êtes sorti du bloc. Après, vous commencez à souffrir, faire des fièvres, vous partez à la maison, vous ne savez pas que vous avez été victime d'une infection
nosocomial, vous ne savez pas. Le temps passé, vous aurez du mal à rassembler. Comment vous allez rassembler? Parce que pour ça aussi, il faut des laboratoires. Il faut des laboratoires, il faut la toxicologie. Or, je vous dis par exemple, moi j'ai été victime de quelque chose, j'étais obligé d'aller à l'étranger pour un examen de toxicologie. Donc ça demande, c'est ce que nous sommes en train de mettre en place, c'est ce que nous sommes en train d'organiser. Parce que il y a par exemple, la preuve ne se limite pas par exemple aux faits physiques. La preuve peut aller dans la démonstration de... C'est pour ça que des avocats qui sont spécialisés sont allés jusqu'à se former, s'informer pour être à même de défendre leurs clients et de dire que le client a été victime. Et souvent, ils passent par quoi? Ils passent par d'autres praticiens. Quand c'est un ORL qui a fait ceci, on passe par un autre ORL pour dire est-ce que tel acte pouvait se faire dans telle condition. Aujourd'hui, par exemple, nous avons des dispositifs médicaux qu'on met sur les malades. Vous êtes opéré en traumatologie, on vous met les fers. Bon, au moment où on vous met les fers là, vous savez, j'ai eu un enfant dans les années passées accidenté. Il a eu un problème de genou, hein. Je disais après un match de football, il a eu un problème de genou. Et je l'ai amené à l'hôpital. J'ai eu un traumatologue qui m'a dit, je peux opérer votre enfant, mais je ne dispose pas de la pièce qu'il faut. Et il m'a dit, faites attention. Je vais vous donner l'image de la pièce qu'il faut mettre sur le genou. Si quelqu'un vous propose autre chose, il va gaspiller le genou de votre enfant. C'est un traumatologue qui me le dit. Et c'est à Abidjan que j'avais amené l'enfant. Et c'est à Abidjan que l'enfant a eu cette pièce. Aujourd'hui, il a retrouvé l'usage de son genou. Parce que ce traumatologue va me dire, si la pièce n'est pas la bonne, en termes de numéro, en termes de ceci, eh bien, il peut avoir guérison, mais avec des séquelles. Et là, ce traumatologue, quand il me l'a dit, je suis allé voir un autre traumatologue à Brazzaville qui m'a répété la même chose. Je dis, je pouvais l'opérer, mais comme je vous connais, je préfère vous suggérer ça. Aujourd'hui, par contre, on trouve des centres au Congo qui, en termes de traumatologie, sont bien équipés. En termes de traumatologie, ont ce qu'il faut. Donc, c'est cette connaissance. Mais cette connaissance se heurte au grand problème que nous avons évoqué, l'accessibilité aux soins. Aujourd'hui, qui peut aller dans le privé? Là, on sait que une hospitalisation, voilà, qui peut aller dans le privé. Donc, le citoyen va là où il peut. Et quand il va là où il peut, donc il est soumis à n'importe quoi. Et si c'est erreur médicale, il ne connaît pas. On dit seulement qu'il était à l'hôpital, quand il est sorti, il y a eu ceci. Donc, c'est vraiment un chantier. C'est pour cela que, après avoir parlé de l'amélioration à apporter à l'existant de notre système de santé, nous avons voulu, lors de cette deuxième émission, parler des erreurs médicales avant de rentrer dans l'articulation propre de cette émission, parce que nous aurons une partie où nous parlerons des termes de médecine, tout ça que nous allons expliquer. Nous aurons une partie, et je lance encore un appel, une deuxième, troisième, quatrième fois, à tous ceux qui ont des structures de santé, qui veulent les faire connaître, de prendre contact avec nous, prendre contact avec ESA, parce que nous disposerons aussi de quelques minutes au cours de cette émission. Nous viendrons sur place, filmer, regarder vos centres, regarder ce que ça peut apporter de bon pour la population, et nous viendrons en parler. Venir en parler, Monsieur Mikongi, vous avez fait aussi mention dans votre speech de l'erreur médicale et l'aléa thérapeutique. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous définir les deux termes et aussi nuancer les deux termes? Quelle est la différence entre les deux termes? Les deux termes, que ce soit l'erreur médicale, que ce soit l'aléa thérapeutique, les deux portent un préjudice sur le malade. C'est-à-dire le résultat, c'est le préjudice. Maintenant, la différence, l'erreur médicale est soit intentionnelle, soit imprévisible parce qu'on a eu un mauvais diagnostic, on a eu des mauvais équipements, ou on a eu un mauvais praticien. Par contre, l'aléa thérapeutique n'est pas prévu. C'est-à-dire que personne n'a voulu faire poser cet acte en vous. L'aléa thérapeutique, c'est un préjudice que vous subissez du fait du traitement, mais qui n'est pas dû à l'erreur d'une personne, qui n'est pas dû à la faute d'une personne. Parce qu'on vous a administré un produit qui vous a créé, qui a créé des allergies. Donc, au départ, ce n'était pas pour que vous ayez des allergies, mais le médicament a créé des allergies. C'est un aléa thérapeutique, c'est-à-dire que ce n'était pas voulu, ce n'était pas prévu, il n'y a pas quelque chose qui a fait que ça arrive, mais
en le faisant, ça conduit à. Donc, ce sont des préjudices, entre guillemets, des choses que nous subissons, mais qui sont dues au traitement. Vous verrez la plupart des médicaments, on vous parlera contre-indication, contre-indication. Aujourd'hui, vous allez avoir la chimiothérapie. Pour ceux qui sont sur le traitement des cancers, on vous dira, on vous met sous chimiothérapie, parce que quand c'est encore curatif, même quand on passe au palliatif, mais parlons encore au curatif, on vous dit, on vous passe sous chimiothérapie. Et après la chimiothérapie, peut-être vous allez faire la radiothérapie. Mais on vous dit, parce que vous signez des décharges, on vous dit, la chimio peut vous causer ceci. C'est un aléa thérapeutique. La chimio peut vous causer. C'est-à-dire qu'on fait la chimio pour vous guérir, pour vous soigner. Mais on vous dit, il se pourrait que. Il se pourrait que. Il se pourrait que. Et quand cela arrive, c'est ce qu'on appelle l'aléa thérapeutique. Ça vous a causé un problème, ça vous a causé un préjudice, mais c'est du fait du traitement que vous subissez. Ce n'est pas parce qu'on s'est trompé de diagnostic, ce n'est pas parce que c'était intentionnel qu'il y a eu erreur médicale. Donc voilà, c'est là où, en matière de justice, le praticien, les établissements hospitaliers, devant ce qui est présenté comme une erreur médicale, eux, ils vont s'appuyer sur l'aléa thérapeutique pour essayer de ramener cette erreur à l'aléa thérapeutique. Et c'est là où je dis qu'il est vraiment difficile. Donc c'est pour ça qu'il faut maîtriser. Il faut être dans le terrain. Il faut être vraiment dans le terrain et maîtriser la chose. Je suis sûr, M. Mukungi, vous en tant que colonel de votre État, cadre administration de santé, pour ceux qui nous suivent, à 90%, et je suis prêt à parier ma main, au regard du thème, ce qu'ils voudraient encore comprendre, vous l'avez bien sûr dit, et que ça ne dérangerait pas, que si vous pouvez encore vous appuyer là-dessus en quelques minutes, ceux qui nous suivent vont focaliser leur attention sur les voies de recours, notamment en cas d'erreur médicale. Oui, erreur médicale, parce que déjà, vous leur avez expliqué, ce n'est pas facile de démontrer une erreur médicale. Mais du moment où il peut déjà avoir erreur médicale, les voies de recours. C'est vrai, vous avez fait mention de la justice, puisque ce n'est que par la justice. Mais est-ce qu'il peut avoir un peu plus de détails là-dessus? Comment est-ce qu'ils peuvent commencer la première démarche pour cette justice-là, au cas d'erreur médicale, si possible? La première démarche, c'est de se documenter auprès de la structure de santé où il a été reconnu, qui est suspecté, hein, là où on a suspecté l'erreur médicale. Il faut repartir, parce qu'il faut réunir le plus grand nombre de... Il faut repartir, discuter avec le praticien, discuter avec les autorités de l'hôpital. Mais ne commettez pas l'erreur de repartir seul. Si vous êtes convaincu, ça je parle comme ça, on voit, parce que nous n'avons pas encore un système, allez vers des sachants. C'est une erreur de chirurgie. Essayez de vous renseigner auprès d'autres chirurgiens. Vous pouvez aussi aller auprès de l'État. Il y a les directions des soins et de santé. C'était avant les directions de la santé, générale de la santé. C'était avant la direction départementale de la santé. Maintenant, c'est la direction des soins et des services de santé, où vous trouvez des gens habilités. Il ne faut pas fouiller. Ces fonctionnaires, ils sont là pour ça. Ces fonctionnaires peuvent aussi vous guider là où il faut aller. C'est des gens qui ont été placés là pour, quand vous voyez les centres de santé intégrés, c'est vrai qu'il y a la notion de prévention et la notion de soins, mais c'est des gens qui peuvent aussi informer. C'est dans le programme national de développement, c'est ça. Donc, vous allez vous adresser à des sachants. Voilà, j'ai suspicion de ça. Parce qu'il ne faut pas aller discuter directement, parce que si vous ne maîtrisez pas le sujet, ben, on vous donnera des termes que vous n'allez pas comprendre. Et donc, vous allez vous recueillir. Parce qu'on va d'abord, le premier niveau de conseil, on vous dira, voilà, allez vers le praticien, allez vers l'hôpital. Et on peut même vous faire accompagner par un sachant pour dire, ah, voilà ce qui s'est passé. Parce qu'en allant vers l'hôpital, vous pouvez avoir, si la faute est reconnue, et cela n'est pas interdit, un règlement à l'amiable. C'est quand le règlement à l'amiable ou quand la faute n'est pas reconnue que vous pouvez aller à un autre niveau. Et le niveau final, c'est la justice. C'est la justice parce que l'avocat que vous allez prendre, même si sur le coup il n'est pas spécialisé, mais lui il va chercher. Moi j'ai eu ici à Issa, il y a des gens qui ont trouvé qu'ils avaient subi des erreurs médicales. Et je crois qu'une fois déjà,
j'étais au tribunal. Les gens avaient pris un avocat et manque de peau, nous aussi, nous nous sommes documentés parce que le malade, nous l'avons reçu à 21 h après que le malade ait séjourné dans un centre pendant une semaine. Donc tout le mal là avait été fait. Nous recevons à 21 h, à 6 h nous l'avons référé parce que nous avons trouvé que le malade avait été tripoté. Et quand il arrive à un accident, la famille du malade se réfère au dernier centre où il était. Ils sont allés à la justice, nous avons été appelés et nous sommes allés. Bon, dommage pour la famille. S'il y avait erreur médicale de notre part, on l'aurait reconnu. Mais dommage pour la famille, nous travaillons sur ce genre de choses. Donc nous sommes repartis. L'observation, puisque la personne nous a été conduite sans fiche d'évacuation, il n'y avait rien. Alors que quand vous référez un malade, il faut une fiche d'évacuation où vous mettez tout ce qu'il faut. Donc le dernier recours, c'est la justice. Mais on conseille de vous informer et de ne pas hésiter d'aller vers les structures de l'État, hein, et qui peuvent vous donner des orientations, parce que c'est une chaîne. Et que ce soit l'État, que ce soit nous, nous sommes les maillons de cette chaîne et nous fonctionnons dans ce sens. Nous fonctionnons dans ce sens et je crois savoir que, chers téléspectateurs, vous avez eu les informations qu'il fallait, vous avez eu sans doute réponse à vos inquiétudes, car cela me tient, on vous l'a dit sur ce plateau, en cas de doute ou encore quelque part s'il y a des zones d'ombre, n'hésitez pas, prenez contact avec Espace Solidarité Santé pour plus d'informations. Alors nous arrivons quasiment vers la fin de cette émission. Monsieur Mekongi, est-ce que, en quelques mots, en quelques phrases, vous pouvez me dire sans doute, comme j'aime bien l'appeler, un mot de fin avant qu'on se quitte sur ce plateau? Cette émission ne pourra exister, continuer à exister que grâce à vous. Et donc, à vous d'abord, les professionnels de santé, vous pouvez vous rapprocher de nous pour faire connaître vos spécialités à ceux qui ne connaissent pas. L'échographie, dire aux gens c'est quoi? La neurochirurgie, la neurologie, la médecine légale. Les gens veulent être informés. Deuxièmement, aux établissements de santé. Cette émission vous concerne aussi. Vous pouvez présenter les prestations qui sont les vôtres à la population. Et les citoyens, si vous avez des questions, les thèmes de cette émission seront fixés par rapport à la demande. Ce que vous aurez comme demande, et nous serons là pour répondre. Là, nous sommes encore, tel que moi, sur le plateau, mais dans les plateaux à venir, nous aurons d'autres sachants. Nous aurons d'autres sachants qui viendront répondre directement à certaines questions. Par exemple, là, nous avions rendez-vous avec un avocat qui devait être avec nous, mais qui est allé d'urgence à Brazzaville parce que nous avons souhaité l'avoir. Il devait apporter le côté juridique, hein, l'éclaircissement du côté juridique, mais qu'à cela ne tienne, les questions que vous pourrez poser, nous allons les envoyer auprès de cet avocat. Si nous n'avons pas pu répondre de façon précise à certaines questions, eh bien, lui le fera. Donc, nous restons dans l'attente de toutes vos contributions, de vos suggestions, de la visibilité que vous voulez qu'on accorde à vos spécialités, à ce que vous faites pour le bien des malades, de la visibilité que vous voulez qu'on accorde aux établissements de santé parce que vous trouvez que vous avez peut-être les moyens que d'autres établissements n'ont pas et que en matière de ceci ou de cela, en s'adressant à vous, le malade sera guéri plus vite parce que vous avez le plateau technique qu'il faut, parce que vous avez les spécialités qu'il faut. Et voilà, on m'a fait aussi le reproche de n'avoir pas parlé de certains efforts qui sont faits. J'ai dit, nous avons parlé de comment améliorer. Donc quand on parle de l'amélioration, on ne rentre pas trop dans ce qui est déjà bon. Parce que ce qui est déjà bon, on ne revient pas sur ça. On parle de ce qu'il faut améliorer. Merci beaucoup, monsieur Charles qui avait pris le temps de suivre cette émission. Et j'aimerais rebondir à la dernière idée de monsieur Mekongi tout à l'heure quand il a fait mention de certains établissements qui doivent se faire connaître leur spécialité, faire connaître ce qu'ils font à leur niveau. Eh bien, ce n'est tout juste que pour faciliter la proximité avec ces populations. Vous savez, vous pouvez être quelque part et même la population environnante ne sait pas que dans votre établissement, vous faites ceci, cela. Il peut arriver que pour des besoins d'imagerie médicale et que vous avez un centre habilité à le faire, mais ceux qui sont tout autour de vous ne le savent pas. Et dès qu'il y a une urgence, on va chercher à aller dans un centre plus loin et cela augmente les risques pour cette personne, pour ce patient. Alors que si la personne avait l'information qu'à proximité, il y a tel centre qui peut faire ceci,
eh bien cette personne se rendrait dans ce centre-là. Voilà un peu l'intérêt de tout cela et aussi, surtout, qui va faciliter de continuer à améliorer et d'apporter un peu plus sur cette carte sanitaire dont les études sont menées, ont été menées par l'espace Solidarité Santé. Voilà ce que nous avions eu à partager avec vous aujourd'hui. Rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.